Ben, elle est déjà assez difficile. Bon, les Lettons, ils avaient bien préparé le terrain, mais les décisions n'avaient pas été prises à cette époque-là. Donc, si je me rappelle bien, le premier challenge, c'était les 40 000, la distribution des 40 000. Alors, je me rappelle très bien, c'était 20 000 resettlement et 20 000 relocalisation. Pardon. Alors, sur les resettlements, c'est-à-dire les gens qui sont en dehors de l'Europe, on était à 23 ou 24 000, là, on avait bien réussi, tandis que sur les relocalisations, il manquait l'Espagne surtout et la Pologne à ce moment-là. Donc, sur base volontaire, on a déjà vu que ça allait devenir difficile, mais on était donc sur une trace à essayer à répartir la charge, et déjà au début, ça a bégayé. Écoutez, je ne suis qu'un humble luxembourgeois. Et nous sommes, toute notre histoire, nous étions donc encerclés par des grands, allemands, français. Bien, on parle les deux langues, mais on respecte évidemment les Français comme les Allemands. Et si on dit quelque chose si on critique leur position, c'est toujours d'une manière constructive. Moi, je vous réponds, qu'est-ce qu'on aurait dit en Europe si la chancelière avait été M. Orban? Donc, si vraiment l'Allemagne avait poursuivi une politique telle qu'elle est poursuivie en Hongrie, c'est-à-dire barbler et fermer la porte. Donc, la chancelière, et il faut aussi bien comprendre, il y avait deux décisions judiciaires. Il y avait la décision de la Cour des droits de l'homme et il y avait la décision de la Cour de justice européenne à Luxembourg. Donc les retours en ce qui concerne Dublin en Grèce étaient devenus impossibles. Alors, bon, évidemment, wir schaffen das, c'était un très grand mot. Peut-être que toutes les conséquences n'ont pas été calculées exactement, mais en tout cas, je pense que la chancelière, comme aussi le ministre des Affaires étrangères Steinmeier, ils avaient quand même en tête de rafraîchir un peu l'image de l'Allemagne du XXIe siècle par rapport à cette Allemagne du XXe siècle qui a créé beaucoup de misère, surtout au niveau humanitaire. Donc il faut comprendre un peu. Et puis, enfin, troisièmement, je ne pense pas que l'envergure de la vague, qu'on était conscient de cette envergure en Allemagne, ni en Europe. Et donc, moi, je n'ose pas critiquer le principe, parce que c'est quand même un principe basé sur l'humanitaire, sur ce qui est européen. On prêche les droits de l'homme, l'état de droit, les droits fondamentaux sur toute la planète. Et imaginez-vous un instant une image de la locomotive de l'Union européenne, qui est l'Allemagne, en matière financière, économique, qui aurait eu, comme je l'ai dit au début, donc une position telle que nous l'avons vécue en Hongrie. Oui, ça, écoutez, monsieur, si vous vous rappelez bien, le traité constitutionnel, qu'est-ce que c'était? C'était l'ouverture. C'était beaucoup de décisions à majorité qualifiée, c'était l'intégration de l'Union européenne, de la politique européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé déjà avant le traité de Lisbonne? Tout à fait le contraire, s'est dégagé dans la pratique, c'est-à-dire le renforcement de l'intergouvernementalisme. Et ça, c'est ce que vous demandez. Est-ce qu'on est en train d'aller vers l'Europe des nations? Moi, je pense surtout une chose, c'est que la notion de souveraineté n'est plus comprise. Regardez, si on parle aujourd'hui, ça c'est un exemple concret, sur la protection des frontières extérieures, quelle est la réponse de certains pays? Non, cela risque à endommager notre souveraineté. Donc il n'y a pas d'Europe des 28 avec une souveraineté vierge.
avec une souveraineté bien définie. Il faut bien se mettre en tête, si on veut trouver des solutions européennes, il faut aussi qu'on s'y mette. Les solutions européennes, ce ne sont pas seulement des solutions où on additionne les solutions nationales, c'est plus. Et là, moi je vous dis qu'il faut essayer de définir cette souveraineté dans l'intérêt de l'Union européenne et pas dans l'intérêt d'un repli sur soi-même, donc national. Oui, c'est assez compliqué et assez simple. D'abord, il y a deux principes. D'abord, il faut respecter les décisions qu'on a prises et pas les remettre en cause devant les tribunaux. C'est déjà une chose. C'est une répartition des charges qui a été décidée avec un vote, tel que prévu dans les traités. C'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est vraiment essayer de comprendre que si la migration, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'il y a derrière la migration? C'est Schengen, c'est le marché commun, c'est le plus grand acquis pour le citoyen européen. Et si cela tombe, c'est fini, d'une Europe telle que nous la connaissons maintenant. Et donc, Schengen, c'est d'abord un contrôle, une protection, un bon management des frontières extérieures. On n'a pas tellement beaucoup de frontières extérieures. Vous avez le Portugal, l'Espagne, vous avez l'Italie et vous avez donc la Grèce, évidemment. Hein. Donc ce sont les pays principaux en ce qui concerne. Donc, bon, alors maintenant, moi je pense que le Conseil européen, ce ne sera pas un miracle. Ils ne vont pas trouver la solution. Du moins, et c'est ce que moi j'ai dit ce matin au Conseil Affaires Générales, dans mon sens, j'ai dit, si je compte bien, nous sommes toujours à 28, malgré Visegrad. Et donc, si nous sommes à 28, il faut s'y mettre au Conseil européen, mais aussi dans les conseils qui vont suivre, et les conseils des ministres immigration intérieure, c'est peut-être le plus important, ou les plus importants, et essayer de traduire en réalité ce qu'on dit tout le temps. On dit tout le temps, il faut une solution européenne, il faut garder Schengen, il ne faut pas que Schengen s'écroule, alors faisons-le avec des solutions européennes, c'est-à-dire qu'il faut une structure proposée par la France déjà au mois d'octobre pour avoir un contrôle des frontières extérieures efficace, avec une structure européenne.